Je remercie donc Alain Besançon d'avoir accepté notre invitation et surtout Yash Kavransky d'avoir accepté de venir à Paris pour dialoguer avec Alain. Donc, le principe de ce dialogue d'auteur est, vous le connaissez désormais, l'auteur français parle du livre de l'italien et l'auteur italien parle du livre du français. C'est une façon de mettre en relation des auteurs qui s'intéressent au même sujet et qui souvent ne se connaissent pas. Donc, nous allons commencer cette soirée en priant peut-être... qui veut commencer? C'est Yash qui parle du livre de Alain ou c'est Alain qui parle de l'entretien de Yash? Comme tu veux. J'aimerais parler du livre. Moi, je commence. Hein? Moi, je commence. Vous voilà, commencez. il commence. C'est Yash qui commence. Les langues de la soirée peuvent être l'italien, parce que notre public vient ici pour écouter l'italien, mais aussi également le français. Donc, d'habitude, l'auteur italien parle en italien et l'auteur français parle en français. Mais c'est Yash, comme Yash est cosmopolite, parce qu'il est un prince polonais qui a vécu en Italie toute sa vie. Les princes polonais, ça fait 3 ou 4 langues. Et oui, et qui est aussi... J'ai connu Chapsky. Quelqu'un disait que aussi le maître d'hôtel parle beaucoup de langues. Vous avez connu Chapsky, ça? Oui. Un homme merveilleux. Alors, il faut que vous sachiez que Yash Kavransky n'a pas été simplement l'ami de Jean-Paul II, qu'il a eu l'occasion de le fréquenter, de l'interviewer, mais il est aussi un grand journaliste et il est aussi le représentant d'une des familles les plus importantes du libéralisme italien, parce que son grand-père a été le fondateur du quotidien La Stampa et son oncle est le grand et vénéré Saint Pier Giorgio Frassati. Oui. Puis vous avez été sénateur aussi. Et puis il a été sénateur et il a eu une carrière politique ainsi qu'une carrière européenne parce qu'il a été député européen pendant longtemps. Et donc, Je suis très impressionné par cette carrière. Mais la chose plus importante, c'est mon oncle, c'est-à-dire le frère de ma mère, qui est béatifié, comment on dit? Béatifié. Il n'est pas saint encore, béatifié. Il est mort, le frère de ma mère, donc très très près de moi. Il est mort ayant 24 ans, il est mort il y a 90 ans, et il continue à être, pas seulement il continue, il est toujours plus connu, parce que c'était un homme d'une nouveauté, d'une modernité énorme. Et je suis très reconnaissant à Marina Valencise, au directeur de l'Institut, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de connaître M. Besançon et de lire ce livre, qui est vraiment un exemple de comment les livres devraient être faits. Moi, peut-être, ici, je fais une remarque qui est un peu pas tellement pro-italien. Peut-être je lis trop de livres italiens et je suis un peu conditionné par la façon dont les intellectuels, les professeurs ou les savants traitent leur sujet. Ici, dans ce livre-là, vraiment, on voit l'humilité, la recherche de la vérité, pas l'affirmation de la vérité. On voit la curiosité, on voit le désir de faire comprendre, d'expliquer tout ça. Moi, si tu me donnes, Marina, 10 minutes, oui, alors tu me fais un signe quand ces 10 minutes sont passées. Je voudrais... Je lis tous les livres, mais je suis concentré sur une 50aine de pages où Monsieur Besançon traite les mêmes thèmes que le pape traite dans l'interview qu'il m'a donnée. Donc je vais essayer de faire des parallèles, où il y a des parallèles, c'est presque toujours, ou bien mettre les deux opinions un peu l'une contre l'autre, mais il y a très peu de cas, quand ils sont un peu différentes. Ces 50 pages, plus ou moins, ça commence avec Pie XII et ça finit avec Jean-Paul II. Pie XII, dont M. Besançon dit justement qu'il était un peu obsédé par le communisme. Il est arrivé, je crois comprendre qu'il est arrivé au point de considérer le communisme comme quelque chose
de plus menaçant, de plus grave que le nazisme. Tout le monde sait qu'il a été accusé, Pie XII, d'être trop morbide, trop indulgent vis-à-vis du nazisme. Mais l'accusation est là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il était... d'un côté. De l'autre côté, il considérait les communistes, il considérait le nazisme comme une chose, comme un phénomène un peu temporaire, un peu... Le nazisme un peu local. Les communistes comme un mal énorme, plus grand que le nazisme dans un sens. Oui. On parle du Pie XII, on arrive à Jean-Paul II, qui, c'est pas M. Besançon qui le dit, mais c'est ni moi que je le dis, mais c'est le pape qui le dit, qui trouve dans le communisme des aspects positifs, des choses positives, jusqu'au point, je vais le lire après, jusqu'au point que moi, à un certain moment, je lui pose une question assez provocante, je lui demande, ça, on y arrivera tout de suite, et je lui dirai qu'est-ce que c'est la question, qui est la question que dans toute cette interview, c'est celle dont je suis le plus fier. Parce que je trouve que l'interview est faite par les réponses, certainement au 80%, mais aussi les questions ont une importance. Alors ici, après avoir parlé du pape, M. Besançon touche un des deux thèmes sur lesquels, pas tellement moi je ne suis pas d'accord, mais ça n'a pas d'importance, mais le pape n'est pas d'accord quand il dit que le communisme a laissé un paysage de dévastation matérielle et plus encore de dégradation morale dont le bilan est loin d'être bouclé. Je retournerai sur cette affirmation parce que vous la faites aussi encore un peu plus tard dans le livre pour vous lire ce que le pape dit sur ce même thème. Et on passe après au problème de l'orthodoxie, du rapport entre l'Église catholique et la Russie et l'orthodoxie. Je trouve qu'on puisse dire, je voudrais là après entendre ce que M. Besançon pense de ça, je trouve que l'unique comment on peut dire, l'unique sconfitte, l'unique défaite, l'unique chose que Jean-Paul II n'est pas arrivé, n'a pas eu du succès pour l'obtenir, c'est justement les rapports avec Moscou, le rapport avec Alexis, le rapport avec le patriarche. Il avait, Marine a dit amitié avec le pape, je n'étais pas certainement ami avec le pape, mais j'ai eu l'occasion de dîner avec lui une dizaine de fois, et dans ces dizaines de fois, 2 fois, je suis allé là avec un microphone et j'ai recueilli ses pensées et tout ça. Et j'ai souvent aperçu que son grand désir d'arriver à établir des rapports avec l'Église orthodoxe, d'aller à Moscou, de dire la messe dans le Kremlin, dans l'église de Boris Godunov, pour pouvoir shake hands, serrer la main du patriarche Alexis et tout ça. Et là, M. Besançon dit très justement que le patriarche et l'Église orthodoxe étaient très habiles dans faire semblant d'être intéressés dans le dialogue, mais de ne pas le vouloir vraiment, de ne rien faire pour y arriver. Et Paul VI, c'était, M. Besançon dit justement que c'était le pape du dialogue. Et ça c'était aussi une chose très belle, mais je ne veux pas prolonger trop. On arrive à cette constatation qui est très juste de M. Besançon, qui dit l'idée que l'Église ne devait pas avoir d'ennemis. Et ça, c'est un principe très fort. Je crois que l'Église peut-être avait raison de ne pas vouloir avoir des ennemis, mais avoir des ennemis, c'est une chose qui est très, très utile, parce que ça développe une certaine résistance. Et ça,
il dit à propos de la hausse politique. De la hausse politique, vous vous souvenez, hausse politique, Casaroli et tout ça. Il était fameux, Casaroli, pour cette théorie de la hausse politique. Moi, j'étais à ce temps-là correspondant à Moscou et à Varsovie, et j'ai vu arriver Casaroli à Varsovie. Il était, comment dire, il était mal vu par l'Église polonaise, parce qu'il cherchait le contact direct avec les autorités, bypassant l'Église, parce qu'il voulait le dialogue, il voulait s'accorder, il voulait... Alors, et je crois qu'on puisse dire, mais ça je serais curieux d'entendre après ce que M. Besançon en pense, je crois qu'on peut dire que l'os politique était une chose, peut-être à ce temps-là, dans le temps où on la faisait, compréhensible, acceptable, mais avec la pensée d'après, c'est du bois, la pensée d'après, c'était une erreur, parce qu'elle se basait sur l'idée que le communisme aurait duré tout le temps, on dirait beaucoup plus de ce qu'il a duré. Ils n'avaient pas compris encore, c'était pas facile à ce moment-là, mais ils n'avaient pas compris encore à ce moment-là que le communisme était en train de disparaître, disons comme ça. Et on passe à Jean-Paul II, le pape, M. Besançon dit le pape, pendant plus de 10 ans, jusqu'à la libération définitive du communisme, le pape resta activement en communion avec sa patrie. Et là, je dois donner personnel si je le peux. De nouveau, l'unique défaut. L'unique défaut que moi, avec ma connaissance, je peux trouver dans Jean-Paul II, c'est justement son excessif lien avec la Pologne, sa excessive préoccupation avec la Pologne, qui est un sentiment très noble et très patriotique, très compréhensible dans un sens, mais il n'est jamais arrivé à se débarrasser, il n'est jamais devenu un pape vraiment universel de ce point de vue-là. Il a toujours eu la Pologne comme intérêt principal dans sa pensée. Que, du point de vue historique, peut-être c'est un défaut, du point de vue humain, je dirais, c'est un aspect très acceptable et plaisant, disons, piacevole, oui. Agréable, oui. Et M. Besançon dit que dans les années dangereuses de son État, de l'état de guerre, et devant l'éventualité d'une invasion soviétique, ce eût été une imprudence de critiquer le régime. Mais moi, j'étais là de nouveau quand le pape est arrivé la première fois à Varsovie, plus ou moins un an après être élu, et je dis que là, j'ai compris vraiment la grandesse, l'énormité de ce pape qui a fait des discours d'une intelligence, d'une diplomatie, d'une politique vraiment énorme. Il y avait 2 millions de gens sur la place, et s'il aurait dit un mot de plus d'excitation, ce serait été la révolution. S'il aurait dit un mot de moins, disons, d'épaissement vers le général Jaruzelski, on aurait accusé d'être collaborateur de Jaruzelski. Il a été parfait dans l'équilibre de tout ça. Et c'était, je dirais, du point de vue politique, diplomatique, le moment plus admirable de son pontificat. M. Besançon dit justement, Jean-Paul II, qui ne nourrissait pas d'enthousiasme envers le régime de l'Occident. Et ça, c'est très vrai. Aussi, là, je peux dire que souvent, en parlant avec le pape, j'ai remarqué il était, comme tous les gens intelligents, il était extrêmement curieux. Mais vis-à-vis des États-Unis, il avait un rapport pas... Il n'aimait pas l'Amérique comme telle. 2 ou 3 de ses arguments. Avant tout, le problème nazisme-communisme. Alors, moi, là je passe à l'italien parce que je lis mon livre italien. Alors, moi, je demande au pape. Gli stermini di Hitler non hanno portato a nulla e quindi vengono condannati molto più decisamente di quelli staliniani, che pur nella loro bestialità qualche risultato l'hanno prodotto. E il Papa risponde:
Questo è vero per l'Europa occidentale, ma le assicuro che fra le popolazioni direttamente colpite dallo stalinismo la critica di quel sistema è sempre più evidente e convinta. Moi je lui demande. Molti storici sostengono, c'est vrai, che Stalin era un grande leader, ma non dicono la stessa cosa di Hitler. Le Pape risponde: il nazionalismo tedesco e il nazismo erano programmi decisamente anti-umani, per di più semplici e superficiali. Il comunismo è sempre stato visto, e ancora viene visto, come il sistema che può portare a una maggiore giustizia sociale. Et là, c'est déjà une première réponse où il dit quelque chose qui m'étonne un peu, parce qu'il parle bien, et il parle mieux du communisme de ce que je pensais qu'il aurait parlé. Et les questions qui suivent sont encore plus, disons, je lui demande perché il comunismo ha avuto tanto successo nella storia, come spiega che costituisca ancora una forza con cui bisogna fare i conti. Allora gli risponde: il comunismo ha avuto successo in questo secolo come reazione a un certo tipo di capitalismo eccessivo, capitalismo selvaggio. Après je lui demande: lei si è battuto con energia e passione contro il comunismo. Ora nei paesi che se ne sono liberati regna il degrado morale, si diffonde la droga, la prostituzione. Le capita mai di domandarsi se valeva veramente la pena di sconfiggere il comunismo? E ça c'est déjà une question assez provocante, je dirais. E lui risponde: ci sono dei semi di verità nel comunismo, ci sono pure nel programma socialista. È ovvio che questi temi non devono andare distrutti, non devono perdersi. I fautori del capitalismo a oltranza, in qualsiasi forma, tendono a misconoscere anche le cose buone e giuste realizzate dal comunismo, la preoccupazione per i poveri, gli anziani, i pensionati. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend l'italien. Parce que ça c'est des mots très 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 forts. Dire que le communisme, disons, a eu sa préoccupation pour les pauvres, les vieillards et les gens, les retraités. C'est fort, jusqu'au point, après encore je continue toujours en le provoquant sur le thème du communisme, jusqu'à cette question que je vous avais dit avant, que je trouve la question plus provocante che j'ai fait. Santo Padre, glielo chiedo con grande umiltà, ma quando io la sento parlare così non posso evitare di pensare che lei sia più contrario al capitalismo che al comunismo. E questa è l'impressione che lei vuol dare. Ça c'est une question assez forte, e lui répond comme ça un peu, dice: il capitalismo certo è cambiato ed il comunismo come forza internazionale che ha ottenuto questo risultato. E poi alla fine, insomma, vabbè, dico dove basta, poi casomai dico due parole dopo. Donc, un pape finalement moins anticommuniste que anticapitaliste. No, moi je trouve, avant tout, une des choses que, si je peux me permettre une petite observation sur le système de ce livre qui est fantastique, parce que comme je l'ai dit avant, je pense vraiment, mais faire un parallèle entre le communisme et le capitalisme, c'est pas juste, parce que le communisme c'est une idéologie, une idée. Le capitalisme c'est une méthode, c'est pas un idéalisme, le capitalisme, c'est une méthode. D'abord, mon livre est plutôt dans les circonstances actuelles, est plutôt une défense de Pie XII. Pie XII n'était pas obsédé du communisme, il avait fait une analyse très correcte. C'est-à-dire qu'il pensait que le communisme était une perversion qui pouvait s'étendre sur toute la Terre. Et d'ailleurs, il s'est étendu sur une bonne partie de la Terre. Alors que le nazisme, étant donné ce qu'il était, ne pouvait pas sortir beaucoup du domaine allemand. Bon. Et malheureusement, Pie XII aimait l'Allemagne. Et il pensait que le nazisme était un accident.
Et il pensait que le destin de l'Allemagne était de revenir en Europe. Et Dieu sait qu'après la guerre, il a travaillé en ce sens. Mais pendant la guerre, il était extrêmement difficile de poursuivre cette politique anticommuniste, et lucidement anticommuniste, et en même temps anti-nazi, parce que le nazisme faisait de telles horreurs qu'il était extrêmement difficile de prendre un champion acceptable contre l'autre. Et d'autre part, l'URSS faisait partie de la Grande Alliance, et ça n'aurait pas du tout été accepté de comparer à ce moment-là le nazisme et le communisme. Alors, d'autre part, Jean-Paul II croit que le communisme est sorti des abus du capitalisme et essentiellement de la classe ouvrière opprimée. Or, ça, c'est historiquement faux. Le communisme, en tant que doctrine, je parle du communisme comme marxisme-léninisme, comme léninisme en fait, n'a jamais été jailli de la classe ouvrière. On a instrumentalisé la classe ouvrière. En fait, on n'a pas réussi, dans l'ensemble, à convaincre les ouvriers anglais, allemands, américains de la bonté du communisme. Le communisme a réussi à convaincre une partie seulement de la classe ouvrière qu'en France et en Italie. En Russie, jamais, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de classe ouvrière, que Lénine voulait faire la révolution et qu'il ne comptait pas sur la classe ouvrière minuscule de la Russie pour faire la révolution. Voilà. Alors, oui, sur le dialogue. Oui, la notion de dialogue suppose qu'il y ait une certaine bonne foi entre l'un et l'autre. Mais comme l'avait fort bien dit Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris, le communisme est mensonge. Et on ne peut pas compter sur lui pour qu'il soit de bonne foi. C'est pour ça que l'os politique a radicalement échoué, parce que simplement les communistes trouvaient que c'était une bonne occasion pour manipuler la papauté, pour manipuler l'église locale de Tchécoslovaquie, de Pologne, etc. Et ça n'a servi à rien pour les pauvres chrétiens qui voyaient au contraire Casaroli discuter avec les oppresseurs, c'est-à-dire les communistes, sans aucun bénéfice pour lui. Oui, là, je crois que le pape a été un très grand politique en ce qui concerne la Pologne, parce qu'il était vraiment en communion avec elle, et que dans les moments du soulèvement polonais, enfin, j'ai connu Turowicz, j'ai connu des gens comme ça, comme Mazowiecki, il faisait de la politique avec eux. Il faisait de la politique avec eux, et une politique prudente, et une politique fondamentalement anticommuniste. Mais dans mon analyse, je ne pense pas qu'il ait vraiment compris le communisme. Je ne pense pas qu'il n'a pas fait de texte théorique de la valeur de la première encyclique de Divini Redemptoris, qui est de 1937, et qui a été en somme le point d'arrivée de la réflexion de l'Église, après quoi il n'y a plus de réflexion de l'Église. Pie XII a prié pour combattre les éléments communistes dans l'Église, disons, il a employé des éléments de discipline, mais il n'a pas employé d'autres arguments. Et le pape Jean-Paul II non plus. Quant au pape Paul VI, il ne comprenait pas très bien ce que c'était. Alors, vous avez dit très justement que quand on fait le parallèle entre nazisme et communisme, c'est une vieille question, et c'est toujours un peu les mêmes réponses. C'est-à-dire que le nazisme faisait de gens qui étaient, disons, qui étaient de caractère mauvais, des gens encore plus mauvais. Alors que le communisme prend des braves types et en fait des hommes très mauvais. Voilà, si vous voulez. Donc ce n'est pas pareil. Il y a eu dans cette démonologie du XXe siècle, il n'y a pas eu un diable, il y en a eu deux. Le diable nazi n'est pas la même chose que le diable communiste. Mais je crois que le pape avait raison de dire que le diable communisme était plus dangereux parce qu'il est une tentation pour l'Église.
Le nazisme est franchement non chrétien, anti-chrétien, en plus d'être anti-juif. Enfin, il pense que les hommes sont différents, que les races sont hiérarchisées, qu'il y a des bonnes races et des mauvaises races. Le communisme, il ne dit pas ça. Il dit qu'il est pour la justice, pour le bien des pauvres. Alors évidemment, quand on voit les choses, il le dit, mais quand on voit ce qui s'est passé pour les pauvres en Russie, c'était horrible. Mais ça n'a pas d'importance. On prend, encore une fois, le communisme est un pur crime, et le nazisme est un crime pur, et le communisme est meurtrier et associé à un mensonge. Et c'est en ça qu'ils sont des choses différentes. Et deux démons différents. Deux démons qui ont été tantôt alliés et tantôt opposés, comme nous le savons. Et que pendant que le nazisme existait, c'est-à-dire de 1932 à 1945, le nazisme a fait 10 millions de morts, innocents. Je ne parle pas des pertes militaires, je parle des pertes civiles, les déportés, les juifs, etc. Et le communisme en a fait autant. On en a fait exactement autant, 10 millions aussi. Et en particulier beaucoup de Polonais. Mais après ça, il a continué le communisme. Il a fait des millions et des dizaines de millions de morts en Chine. Il a fait des millions de morts dans la corne de l'Afrique, enfin en Éthiopie. Il a fait des millions de morts au Vietnam, et des millions de morts à Cuba. Enfin, pas des millions, mais enfin, on a fusillé beaucoup de monde à Cuba. Tout ceci se passait jusque dans les années 70, 80 et même jusqu'à 2000, jusqu'à nos jours. C'est en ça, si vous voulez, que le pape avait raison de penser que le pape Pie XII avait raison de penser que le communisme était une plus sale bête encore que cette autre sale bête qu'était le nazisme. Je trouve très intéressant tout ce que vous avez dit. Je trouve très centré, disons, cette idée, cette conception de l'Église qui subit la tentation du communisme, qui voit, qui est tenté par cette question sociale, par ceux qui... Il y a un sens de semblable entre les deux doctrines, si on peut dire. Non? La tentation est forte. C'est une falsification. Le nazisme, d'une certaine façon, est une certaine falsification de l'Ancien Testament, puisqu'il y a un peuple élu, et puis il y a des peuples qui ne sont pas élus, bien que ce soit absolument une falsification. Jamais les Juifs n'ont été comme Hitler, grâce au ciel. Mais le communisme est une falsification à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi il se présente comme un programme de justice, comme un programme même de liberté, d'épanouissement général de l'humanité. Et c'est en ça qu'il est mensonger, parce qu'à la faveur de ce mensonge, il a réussi à fausser la tête, fausser le cœur de millions et de millions de personnes qui étaient poussées d'ailleurs par ce sentiment de justice et de bonheur que promettait le communisme. Moi, si j'ai encore 2 minutes, non 4 minutes, je voudrais essayer de vous faire repenser de nouveau sur cette idée que vous avez exprimée dans le livre, sur la décadence morale des pays qui ont vécu sous le communisme. Je voudrais vous dire ce que le pape pense. Quale contributo può dare l'Europa dell'Est alla formazione di quella più grande Europa che lei ha sempre auspicato? Lui risponde: prima di tutto il contributo di identità di queste nazioni. Si tratta di nazioni europee che, malgrado tutte le trasformazioni imposte dai regimi comunisti, hanno saputo mantenere la propria identità. Forse addirittura l'hanno rafforzata grazie all'istinto di autoconservazione. Alla fine si è visto che questa ideologia di classe, cioè il comunismo di lotta e dittatura di classe, non è riuscita a sconfiggere la coscienza nazionale,
né è riuscita a sconfiggere la coscienza religiosa, la dimensione mistica dell'uomo. Allora io gli chiedo, da una parte quindi c'è l'Occidente sviluppato, come lei stesso osserva, troppo attento alle questioni economiche, dall'altra c'è l'Europa ex comunista, la quale, grazie anche alle sofferenze patite, dimostra tuttora una minore superficialità. Nel riavvicinamento fra queste due Europe, quale avrà più da guadagnare? Risponde il Papa. Dovremmo chiederci quale avrà più da perdere. Io non sarei restio a sostenere che potrebbe perderci di più l'est europeo sotto l'aspetto dell'identità, dato che l'Europa orientale, attraverso tutte le esperienze imposte dal sistema totalitario, è maturata. Allora io lo interrompo, gli dico grazie al comunismo, quindi, e lui dice è maturata piuttosto al... Tout ça pour dire que pour le pape, le contact qu'il y a eu après la chute du communisme entre les deux Europes, c'est l'Europe occidentale qui a été c'est-à-dire avvantaggiata, avvantagée par le contact avec l'Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Est était plus saine, était dépositaire de valeurs plus fortes, grâce, comme il dit, grâce au communisme, grâce au fait qu'elle a dû faire une résistance à quelque chose. Je voudrais répondre aussi que ça peut s'appliquer à la Pologne, parce que la Pologne a réussi à avoir d'abord toujours un contact intellectuel avec l'Occident. Elle a eu de grands intellectuels qui ont réussi à survivre sous le communisme, et pas seulement à être opprimés, à penser de façon originale et intéressante. J'ai été l'ami de Kolakowski et je sais très bien ce qui s'est passé. Mais ça, ce qui vaut pour la Pologne ne vaut pas d'abord pour la majorité des Polonais qui n'étaient pas dans la résistance, qui n'étaient pas capables d'avoir accès à ces deux pensées. Ce n'était pas le cas pour les Tchèques qui ont été opprimés de façon peut-être plus grave encore que les Polonais, dans la mesure où l'intelligentsia tchèque a été réellement écrasée. Ce n'est pas vrai pour la Roumanie, qui a été tout simplement infâme dans l'ensemble, la Bulgarie aussi. Et ce n'est pas vrai pour les peuples, pour le peuple russe. Et là, je voudrais que vous lisiez, que vous avez certainement lu, le livre d'Alexandra Alexeyevitch. C'est une journaliste, une écrivain biélorusse qui a interviewé, comme ça, qui a interviewé des dizaines et des dizaines de Russes. Et on voit ce qu'il y a dans leur tête. Et ce qu'il y a dans leur tête et dans leur cœur est tout simplement effrayant. Et ce que nous voyons dans l'évolution de la Russie depuis quelques années, en particulier depuis que Poutine est au pouvoir, c'est une dégradation morale extraordinairement profonde, à laquelle a échappé la Pologne grâce à l'Église, et grâce à la tenue d'un pays qui avait quand même le souvenir d'un grand royaume et d'une grande existence en Europe. Donc, il ne suffit pas d'avoir été communiste pour avoir dû conserver et garder sa propre identité, mais il fallait être aussi catholique ou avoir un ressort... Une vie intellectuelle. Une vie intellectuelle indépendante, oui, spirituelle et intellectuelle, ce qui existait en Pologne, qui n'a pas existé ailleurs. Et le régime communiste aurait duré davantage en Pologne, disons que les petites flammes de résistance auraient été écrasées, comme elles ont été écrasées en Russie. Et nous savons que l'Église même a été un peu pénétrée par le communisme, nous le savons. Pas autant que l'Église tchèque, et pas autant surtout que les églises orthodoxes. Ah oui, alors à ce propos, je crois que sur les rapports catholiques, papautés exactement, les rapports entre, disons, l'Église latine et l'Église orthodoxe russe, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a deux orthodoxies. Il y a une orthodoxie russe qui est une version tout à fait acceptable du communisme. Et puis il y a une deuxième orthodoxie qui est malheureusement l'orthodoxie dominante aujourd'hui, l'orthodoxie patriarcale, qui est au contraire une haine absolument féroce, sauvage, de tout ce qui est européen, de l'Église catholique, de l'Occident,
haine et de tout ce qui n'est pas russe. Et tant que ce russisme un peu dément qu'on voit dans certains textes qui circulent en Russie en ce moment, tant que ce nationalisme dément, cette haine de l'Occident ne sera pas surmonté, je crois qu'il serait très dangereux par exemple pour le pape actuel, qui a bien envie d'aller en Russie, d'y aller. Ça, ce serait, je crois, tout à fait désastreux, très dangereux. Bien sûr, l'Église catholique sait très bien que, en principe, l'Église orthodoxe est une Église chrétienne qui est tout à fait semblable, ou presque, avec l'Église catholique. C'est la même succession apostolique, c'est les mêmes sacrements, c'est les mêmes doctrines. Bon. Mais il y a cette haute orthodoxie qui est comme une secte à l'intérieur de l'orthodoxie, et cette secte qui est dominante aujourd'hui. Et surtout ce que vous dites, que l'orthodoxie russe est totalement dominée par le pouvoir laïque, par le pouvoir... Elle a toujours été, mais... Et je trouve que ce que je dis avant de Jean-Paul, qui lui dit que sa défaite, l'unique défaite, c'était de ne pas être réussi à établir ce contact avec l'Église orthodoxe. Et certainement, lui était le plus intéressé parce qu'il était slave, parce qu'il était près de la Russie, il connaissait tous ces problèmes peut-être beaucoup mieux que tous les autres cardinaux papables possibles, d'un côté. De l'autre côté, il était le moins doué, le moins possible d'arriver à ça, parce que Alex, le patriarche, et les autorités russes étaient beaucoup plus sospettosi, soupçonnés par rapport à un pape slave polonais qui avait déjà, disons, cherché, je veux dire, de convertir. Il avait envoyé beaucoup de prêtres et même un évêque en Russie, et ce qui a provoqué après l'accusation de vouloir convertir l'Église orthodoxe. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai une amie qui était la doyenne de la communauté juive de Rome, qui était une très vieille dame, et elle témoignait de tout ce qu'a fait Pie XII à tel point, pour les Juifs, à tel point que le grand rabbin de Rome, en 1945, s'est converti au catholicisme et a converti toute sa famille et qu'il a pris le prénom d'Eugenio. Madame Meyer a rendu hommage à Pie XII. Et c'est seulement depuis cette date que ce tissu de calomnie se répand sur Pie XII. Et c'est pour ça que j'espère avoir tenu une position équilibrée sur Pie XII. Sa position était anticommuniste, anti-nazie, mais il ne pouvait pas développer complètement et aussi facilement qu'il le pouvait sa position. Mais après 1944, le radio-message de 1944, il a pu développer complètement sa position. Et sa position était pour l'Europe, pour l'alliance avec l'Amérique, pour le plan Marshall, pour la démo-christiana italienne, etc. Voilà, et ça jusqu'à la fin. Et la rupture avec la politique de Pie XII, c'est ce pauvre Jean XXIII qui n'a pas été lucide autant que Pie XII sur ces points. Voilà. On sait maintenant qu'il y a eu 15 jours pendant lesquels Chiang Kai-shek aurait pu avoir la peau de Mao Tse-tung. Et c'est là que c'est le général Marshall, qui était là à titre de conseiller, qui a dit à Chiang Kai-shek, on va attendre un peu. Et pendant ce temps-là, Mao Tse-tung a atteint la frontière russe, et là, il a eu les armes, il a eu tout ce qu'il faut comme soutien, et il a conquis la Chine. Et on peut se demander si Chiang Kai-shek n'avait pas réussi, la Chine serait actuellement plus riche et plus prospère, et puis aurait résolu son problème politique mieux qu'actuellement sous le régime communiste, qu'est le régime de Mao, et qui a quand même détruit la Russie pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ça a été une destruction complète. La Chine. Moi, je suis tombé un peu sous le charme de Fidel Castro. C'est un homme d'une intelligence énorme, d'une curiosité énorme. C'est un homme, disons, de 10 îles de Caraïbes, 8 millions de personnes. Il a conditionné pendant 50 ans la vie, la politique étrangère des États-Unis.
il a influencé d'une façon énorme tout un continent, toute l'Amérique latine, avec Che Guevara, avec la théologie de libération, l'Afrique aussi, l'Angola et tout ça. Et donc, après, M. Besançon a raison que c'est un dictateur, mais c'est un dictateur un peu spécial. À part le fait qu'en lui parlant, j'ai eu la conviction que lui-même, il est convaincu d'avoir fait seulement du bien pour Cuba. Il a fait beaucoup de bien aussi pour Cuba, il n'y a pas de doute sur ça. Oui. Il n'y a pas de doute. Et il a fait aussi beaucoup de mal, parce qu'encore maintenant, il y a des gens qui sont en prison. Mais certainement, ce n'est pas un dictateur typique, ce n'est pas quelqu'un qui a un compte en Suisse, de l'argent caché en Suisse, ou ça. C'est un énorme personnage, énorme, qui passera à l'histoire plus que n'importe qui est vivant aujourd'hui, et qui a laissé une influence, une grande influence, hors de proportion de sa puissance. C'est-à-dire c'est une influence due à la façon dont il était. Enfin, il a forcé quand même 2 millions de Cubains à partir en Floride. Mais il a fusillé beaucoup de monde quand même. Et il a détruit une île merveilleuse, magnifique, prospère, riche. Il en a fait pour en faire un désert. Un désert sans Enfin, espoir. je crois que le peuple cubain n'est pas très heureux. Enfin, a l'intention de revivre. Merci encore, grazie alla Besançon, grazie a Yash et à vous.